Le matin où Odile Cambrelin décida de porter sa plus vieille robe pour aller au marché, elle ne savait pas encore que ce choix, fait par lassitude plus que par calcul, allait changer le reste de sa vie. Il pleuvait sur Fontenailles depuis 3 jours. Une pluie fine et têtue qui trempait les chemins sans jamais vraiment tomber en averse, et le château, avec ses toitures rapiécées et ses fenêtres mal jointes, laissait entrer le froid par tous les coins que personne n'avait plus les moyens de réparer. Odile se tenait devant l'armoire de sa chambre, regardant les 3 robes qui lui restaient, et elle choisit, comme presque chaque jour depuis 2 ans, la plus vieille, celle de laine brune usée au coude, parce que les 2 autres devaient être gardées pour l'arrivée du duc, dans une semaine, et qu'il n'était pas question de les salir pour une simple sortie au marché. Son père, le baron Réginald Cambrelin, la croisa dans le couloir et fronça les sourcils en la voyant ainsi vêtue. « Tu pourrais au moins mettre la robe grise, » dit-il. « On ne sait jamais qui l'on croise en ville. On ne croise que des marchands de choux, mon père, et les choux ne se soucient pas de mes robes. » Il ne sourit pas. Sa santé, depuis l'hiver dernier, ne lui laissait plus beaucoup de sourire. Et Odile le savait, et c'était en partie pour cela qu'elle ne discutait jamais longtemps avec lui de choses aussi vaines qu'une robe. « Le duc de Ferrand arrive dans 8 jours maintenant. Pas 9, dit-il en changeant de sujet. Les lettres de son intendant sont arrivées ce matin. Tout est confirmé. » Elle hocha la tête. Elle avait cessé depuis longtemps de ressentir quoi que ce soit de particulier à l'énoncé de ce nom, Étienne de Ferrand, duc qu'elle n'avait jamais vu, dont elle ne connaissait que l'écriture soignée et impersonnelle de 3 lettres échangées par l'intermédiaire des pères, et dont le mariage avec elle réglerait, disait-on, les dettes qui pesèrent sur Fontenailles depuis la mort de sa mère. « Je ne lui demande qu'une chose, » dit-elle enfin. « Qu'il soit honnête avec moi, quel que soit le reste. » Son père ne répondit pas. Il n'y avait rien à répondre à cela, et il le savait aussi bien qu'elle. À 2 jours de route de Fontenailles, dans une auberge basse au bord d'un chemin détrempé, un homme regardait la pluie tomber par la fenêtre embuée. Une main posée sur une tasse de café qu'il ne buvait plus depuis un moment. Il n'était vêtu d'aucun signe de sa fortune. Son manteau de laine grossière et déjà trempé 2 fois depuis son départ aurait pu appartenir à n'importe quel colporteur, et seule une fine cicatrice au-dessus du sourcil gauche, presque invisible sous ses cheveux mouillés, laissait deviner un passé qui n'avait rien d'ordinaire. Étienne de Ferrand n'avait jamais rencontré Odile Cambrelin. Il ne connaissait d'elle que des lettres d'une politesse égale et sans relief, écrites, il le savait, sous l'œil vigilant d'un père soucieux de ne rien laisser transparaître qui pût compromettre l'accord. Il avait appris, des années plus tôt, ce que valait ce genre de perfection sur le papier. Une femme autrefois lui avait écrit des lettres d'une grâce parfaite, et il avait découvert, une fois le mariage presque conclu, qu'elle avait fait rédiger chacune d'elles par une cousine plus instruite qu'elle, et que la femme réelle, une fois révélée, n'avait plus rien de la douceur promise sur le papier. Il avait rompu ce contrat, au prix d'un scandale qu'il portait encore comme une vieille cicatrice qui ne fait plus mal, mais qu'on n'oublie jamais tout à fait. Il appela son valet, un homme silencieux nommé Verseau, qui le servait depuis l'enfance et ne s'étonnait plus de rien. « Je n'arriverai pas en duc, dit Étienne. J'arriverai comme un homme sans nom, sans fortune apparente, et je verrai cette maison avant qu'on ait eu le temps de la préparer pour moi. » Verseau ne scia pas. « Monsieur le duc souhaite-t-il que je le suive à distance ? À 3 jours derrière moi avec la voiture et les malles. D'ici là, j'aurai vu ce que j'avais besoin de voir. » Il partit le lendemain à pied, un sac de toile sur l'épaule, sous une pluie qui semblait décidée à l'accompagner jusqu'au bout du chemin. Il arriva aux abords de Fontenailles 2 jours plus tard, le visage marqué par la fatigue de la route, les bottes couvertes de boue jusqu'à la cheville. C'est sur la petite place du marché à l'entrée du bourg qu'il vit pour la première fois Odile Cambrelin, sans savoir encore qui elle était. Elle portait la robe brune, usée au coude, le col effrangé, et elle marchandait avec un vieux maraîcher pour quelques légumes flétris, avec une fermeté tranquille, qui n'avait rien de la timidité qu'on aurait pu attendre d'une jeune femme de son rang. Étienne s'approcha non par calcul, mais parce qu'un attelage voisin venait de renverser une caisse de pommes dans la boue, et que ses mains, depuis toujours, ne savaient pas rester immobiles devant un désordre qu'elles pouvaient réparer. « Vous permettez, dit-il en s'agenouillant pour ramasser les fruits. Le maraîcher grommela, mais Odile, elle, se contenta de l'observer un instant, avec cette franchise directe qu'elle réservait à ceux dont elle n'attendait rien. « Si vous ramassez plus vite que vous ne parlez, vous êtes le bienvenu, dit-elle. » Il travailla en silence,
essuyant les pommes une à une sur son manteau déjà perdu, et quand la caisse fut de nouveau pleine, il se releva et s'essuya les mains sur son pantalon, un geste presque enfantin qui fit naître sur les lèvres d'Odile un sourire qu'elle ne chercha pas à retenir. « Vous n'êtes pas d'ici, dit-elle. »« Non, mademoiselle. Et vous cherchez quoi au juste dans notre bourg sans intérêt? Je cherche à me rendre utile tant que j'y suis. » Elle rit, un rire bref et sincère, en désignant sa propre robe d'un geste vague. « Ne vous fiez pas à ma tenue, dit-elle. On croirait une servante de ferme, mais je suis la fille du baron. Je garde mes bonnes robes pour un duc qu'on m'a promis et que je n'ai jamais vu. Les pommes flétries, elles, ne méritent pas qu'on s'habille. » Il la regarda avec une attention nouvelle et sentit, sans savoir pourquoi, que cette franchise sans façon le touchait plus que n'importe quelle révérence n'aurait pu le faire. « Elle vous va très bien, cette robe, dit-il. Elle vous va bien à vous aussi de ne rien trouver de plus malin à répondre, dit-elle, et cette fois ils rirent tous les deux, elle d'un rire clair, lui d'un rire plus bref, presque surpris de lui-même. Il ne dit pas son nom. Elle ne le lui demanda pas. Il apprit le soir même à l'auberge du village que la jeune femme du marché n'était autre que mademoiselle Cambrelin elle-même, et non une servante comme il l'avait un instant supposé. On disait qu'elle tenait la maison depuis la mort de sa mère, qu'elle portait ses robes jusqu'à la trame pour ne pas dépenser un sou de trop, et qu'un grand mariage se préparait avec un duc qu'on n'avait jamais vu. Mariage que tout le bourg espérait voir sauver enfin le domaine. Étienne écouta tout cela en silence, une chope de cidre devant lui, et sentit grandir en lui une curiosité qu'aucune lettre n'avait jamais su éveiller. Le lendemain, il se présenta au château par la cour des communs, se faisant passer pour un homme cherchant de l'ouvrage. Le régisseur, un certain Maupertuis, homme sec et pressé, lui confia sans grand enthousiasme la réparation d'une clôture auprès du bas. Étienne accepta sans discuter et travailla toute la matinée sous un ciel indécis. Ce fut là qu'Odile le retrouva, en fin de matinée, venu porter du pain aux ouvriers, toujours vêtu de la même robe brune. Elle le reconnut aussitôt, et quelque chose dans son regard s'éclaira malgré elle. « L'homme des pommes, dit-elle. Vous voilà donc devenu réparateur de clôture. Les talents se révèlent en chemin, mademoiselle. » Elle lui tendit un quignon de pain qu'il accepta avec une gratitude sincère, car il n'avait rien mangé de consistant depuis la veille. Elle l'observa manger les bras croisés, avec cette curiosité directe qui, il commençait à le comprendre, la caractérisait tout entière. « Vous parlez comme un homme instruit, dit-elle. Pour un homme de la route. J'ai eu un précepteur autrefois. Les temps changent. Ils changent souvent, dit-elle avec un petit sourire sans joie. Ici aussi, ils ont changé. Mon père était riche. Je porte aujourd'hui la même robe depuis 3 ans. On s'y fait. Vous ne semblez pas amer, pourtant. L'amertume ne répare pas les toitures, dit-elle, et elle eut, en disant cela, ce même rire sec, ni tout à fait gai, ni tout à fait triste, qu'il commençait à reconnaître comme la voix véritable de cette femme, celle qu'elle gardait pour elle-même quand personne d'important ne l'écoutait. Ce soir-là, à l'auberge, il entendit parler d'elle davantage. On racontait qu'elle avait vendu son dernier collier, hérité de sa mère, pour payer le médecin d'une servante malade, sans jamais chercher à s'en vanter, et que la servante elle-même ne l'avait appris que des mois plus tard. On racontait aussi qu'une cousine éloignée, une certaine Solange de Réville, arrivée depuis peu au château après la ruine de ses propres parents, ne perdait jamais une occasion de rappeler à Odile que ses vieilles robes feraient mauvaise impression sur un duc. Étienne écrivit ce soir-là une lettre à son homme d'affaires à Paris, demandant que l'on vérifie discrètement les comptes du régisseur Maupertuis, dont le nom revenait avec une insistance suspecte dans les conversations du village. Les jours suivants, il resta au château sous prétexte d'autres réparations, et il vit Odile chaque jour un peu plus longuement. Il la vit s'agenouiller dans la cour pour soigner la patte d'un chat errant que personne d'autre n'aurait pris la peine de regarder. Il la vit rester tard, un soir, au chevet d'une lingère fiévreuse, sans que personne le lui ait demandé. Il la vit surtout, un matin sans qu'elle sache qu'il l'observait depuis la porte entr'ouverte de la bibliothèque, assise près de la fenêtre, une vieille montre de gousset cassée entre les doigts, celle de son père, qu'elle essayait de réparer elle-même, avec une patience qui n'était destinée à aucun regard. Il resta un long moment immobile, et quelque chose en lui, ce jour-là, cessa tout à fait de résister. Ce soir-là, au dîner des communs,
où on l'avait admis par charité après sa journée de travail, Solange de Réville était présente, assise près du baron, et elle ne manqua pas l'occasion de parler haut. « Il paraît que le duc arrive dans une semaine, » lança-t-elle avec un sourire satisfait. « J'espère, ma pauvre Odile, que tu sauras trouver mieux que cette vieille robe brune pour le recevoir. Un duc ne voudra pas d'une épouse qui ressemble à une servante. » Odile continua de servir la soupe sans lever les yeux. « Il verra ce qu'il verra, » dit-elle simplement. « Et s'il ne s'accommode pas de ce qu'il trouve, ce sera un mariage bref pour nous deux. » Solange rit, d'un rire léger et sans pitié. « Tu parles comme si tu avais le choix, ma chère. » Étienne, assis au bout de la table parmi les autres ouvriers, serra la mâchoire et compta lentement jusqu'à 5, une habitude ancienne qu'un vieux précepteur lui avait enseignée pour ne jamais parler sous le coup de la colère. Il ne dit rien. Mais rien de ce qu'il venait d'entendre ne fut oublié. Ce fut 2 jours plus tard qu'eut lieu la scène qui donnerait plus tard son titre à toute cette histoire. Il pleuvait de nouveau, une pluie fine et tenace, et Étienne traversait la cour lorsqu'il glissa sur les pavés humides et tomba lourdement, son sac de toile s'ouvrant et répandant sur le sol le peu qu'il contenait. Odile, qui traversait au même instant avec un panier de linge, s'arrêta net en le voyant ainsi étalé dans la boue, et elle ne put retenir un rire, un vrai rire, sonore et sincère, devant l'image du grand voyageur trempé qui ramassait maladroitement ses maigres possessions. « Pardonnez-moi, dit-elle en riant encore, mais vous auriez dû voir votre visage. » Il se releva, digne malgré la boue sur son manteau, et il la regarda rire sans qu'aucune trace d'irritation ne passe sur ses traits, seulement une sorte d'étonnement doux devant la franchise de ce rire, un rire qui ne se souciait ni de son rang ni du sien. « Riez, mademoiselle, » dit-il enfin avec un demi-sourire. « On m'a dit qu'ici, l'amertume ne répare pas les toitures. Peut-être que le rire, lui, répare autre chose. » Elle l'aida à ramasser ses affaires, encore secouée de petits rires qu'elle essayait de contenir, et en lui tendant une lettre pliée tombée du sac, elle en effleura le sceau du bout des doigts, un sceau qu'elle ne reconnut pas, avant qu'il ne la reprenne doucement. « C'est une lettre importante, dit-il simplement. » Elle ne posa pas de questions. Elle avait appris, elle aussi, à ne pas s'attarder sur les affaires des autres. Ce soir-là, dans sa chambre d'auberge, Étienne reçut enfin la lettre de son homme d'affaires. Elle confirmait ce qu'il redoutait. Le régisseur Maupertuis détournait depuis plusieurs années une partie des revenus des fermages, profitant de la maladie du baron et de sa confiance aveugle. Il pensa à Odile riant dans la cour, à la robe brune usée 3 ans durant, à la montre de Gousset réparée en silence. Il sut cette nuit-là qu'il ne pourrait plus repartir sans régler les 2 choses à la fois, l'honnêteté du régisseur et la sienne. Il écrivit d'abord au magistrat, joignant les preuves rassemblées. Puis il resta longtemps immobile, devant une seconde feuille, avant de se résoudre enfin à annoncer son arrivée officielle pour la semaine suivante, sous son vrai nom. Mais avant cela, il savait qu'il devait une explication à la femme qui avait ri de lui, sans savoir qui riait avec elle. Il la trouva le lendemain matin dans le jardin clos, occupée à tailler les dernières roses de la saison, et il s'approcha sans détour, décidé enfin à ne plus reculer. « Mademoiselle Cambrelin, dit-il. Elle se retourna, surprise qu'il connaisse son nom entier. « J'ai quelque chose à vous dire, poursuivit-il, et je crains que cela ne vous plaise guère. » Elle posa son sécateur, sentant à son ton que quelque chose de grave approchait. « Je ne suis pas celui que vous croyez, dit-il. Je m'appelle Étienne de Ferrand, je suis le duc qu'on vous a promis. » Le silence qui suivit dura plus longtemps qu'il ne l'aurait cru possible. Il vit la couleur quitter le visage d'Odile, puis y revenir d'un coup, en 2 taches vives sur ses joues. « Vous mentez, dit-elle, mais sa voix disait le contraire de ces mots. « Je ne mens pas. Je suis arrivé plus tôt que prévu, sous un faux nom, pour voir cette maison sans qu'on la prépare pour moi. J'ai été trompé autrefois par des lettres trop parfaites, et je me suis juré de ne plus me laisser tromper ainsi. Je vous ai vu avant de savoir qui vous étiez, et j'ai continué à vous voir après l'avoir su, parce que je ne trouvais pas le courage de rompre ce que je découvrais. Vous m'avez laissé rire de vous, dit-elle, la voix tremblante de colère froide. Vous m'avez laissé vous parler de ma propre robe, de ma cousine, sans savoir que vous étiez celui-là même pour qui je devais me montrer digne. Oui, dit-il simplement, car il n'y avait rien d'autre à répondre. Elle se détourna un instant, la main pressée contre sa bouche, puis se retourna, les yeux brillants mais secs. J'ai passé des mois à redouter cette rencontre, monsieur le duc.
J'ai pensé à ce que je devrais porter, à la manière dont je devrais me tenir pour ne pas vous faire honte. Et vous, pendant ce temps, vous m'observiez dans ma plus vieille robe, sans jamais me donner la chance de me montrer autrement. Je ne voulais pas vous voir autrement, dit-il. Je voulais vous voir tel que vous étiez quand personne d'important ne vous regardait. C'est cela que j'ai vu, et cela m'a suffi. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle regarda les roses, puis lui, puis de nouveau les roses. « Partez, dit-elle enfin, d'une voix redevenue calme mais dure. Non, de cette maison vous y êtes attendu et je ne ferai pas honte à mon père en vous chassant. Mais laissez-moi, j'ai besoin de ne plus voir votre visage aujourd'hui. » Il s'inclina et partit sans un mot de plus, et il marcha longtemps dans les champs détrempés, jusqu'à ce que la colère froide qu'il avait vue dans les yeux d'Odile cesse de résonner en lui, remplacée par un remords plus lourd qui ne le quitta plus. Ce jour même, il se rendit sans se cacher davantage au bureau du régisseur. Maupertuis pâlit en reconnaissant cet homme qu'il avait connu comme un simple ouvrier des clôtures. « Vous, dit-il. »« Moi, dit Étienne. Je sais depuis combien de temps vous détournez les revenus de cette maison, monsieur Maupertuis. J'ai les preuves, le magistrat aussi. Vous serez arrêté avant la fin de la semaine. » Le baron appelé écouta tout sans un mot, le visage gris, et lorsqu'Étienne eut fini, il demanda, d'une voix éteinte, si sa fille était au courant de tout cela. « Elle a suspecté, dit Étienne. Elle n'a jamais pu prouver. Elle n'est pour rien dans ma décision de vérifier. Elle a vendu son propre collier pour soigner vos gens, avec les moyens qu'elle avait. » Le baron ferma les yeux un instant. « Vous êtes donc bien le duc, dit-il enfin. « Je le suis, monsieur le baron, et je vous dois des excuses, à vous et à votre fille, pour la manière dont je suis venu. » Les jours suivants furent étranges dans la maison. Odile ne parut pas au dîner, prétextant des affaires de couture, et Étienne ne la chercha pas, respectant l'espace qu'elle avait demandé. Il apprit, par la vieille cuisinière qu'il avait pris en affection sans savoir qui il était vraiment, qu'Odile avait passé une nuit entière à ranger la vieille robe brune dans un coffre, sans un mot, avant de choisir, pour la première fois depuis des mois, une autre tenue le lendemain matin. C'est par cette même cuisinière, quelques jours plus tard, qu'Odile apprit à son tour une chose qu'elle ignorait. Elle était venue chercher du pain pour la famille d'un métayer malade, et la cuisinière, sans malice, lui raconta que le duc lui-même, avant même de révéler son identité, avait ordonné qu'une petite rente soit versée chaque mois à cette famille, discrètement, sans qu'on en parle parce que c'était une dette d'honneur que personne n'avait songé à honorer avant lui. « Il ne me l'a pas dit, » murmura Odile. « Il ne le dit à personne, mademoiselle. Je ne le sais que par le livre des comptes, laissé ouvert par mes gardes. » Odile resta longtemps silencieuse ce jour-là, et quelque chose en elle commença lentement à se déplacer, sans qu'elle sache encore où cela l'amènerait. Elle le retrouva enfin, une semaine plus tard, dans la bibliothèque, où elle savait qu'il se rendait chaque soir. Il leva les yeux en la voyant entrer, et il ne dit rien, attendant qu'elle parle la première. « Vous ne m'avez pas menti sur tout, dit-elle. Vous m'avez seulement caché votre nom. C'est encore mentir, dit-il. Oui, dit-elle, mais c'est un mensonge que je commence à comprendre, sans encore le pardonner tout à fait. Il posa son livre. Il ne s'approcha pas. « Je ne vous demande pas de pardonner tout de suite, dit-il. Je vous demande seulement de me laisser rester assez longtemps pour mériter que vous le fassiez un jour. » Elle le regarda longuement, dans la lumière du feu, et pensa à la montre de gousset réparée, à la robe brune rangée dans le coffre, au rire qu'elle avait eu, sans savoir qui elle avait devant elle. Ce rire qui, elle le comprenait à présent, n'avait jamais été une moquerie, mais la première chose vraie qu'elle lui avait offerte. « Vous pouvez rester, dit-elle enfin. Mais vous marcherez à mes côtés, monsieur le duc, non devant moi. Et si ma cousine trouve encore le moyen de me rappeler mes vieilles robes, ce sera à moi d'y répondre, non à vous. À vos côtés, dit-il. Je n'ai jamais rien souhaité d'autre. » La réception officielle eut lieu 2 semaines plus tard, et tout le village s'y pressa ainsi que Solange de Réville, vêtue d'une toilette neuve qu'elle n'avait pas les moyens de payer, arborant le sourire satisfait de qui s'attend à voir une cousine humiliée devant un grand seigneur. Odile, elle, portait la robe brune, la plus vieille de toutes, sortie du coffre pour l'occasion, délibérément, sans en emprunter ni en acheter aucune autre. Étienne descendit de voiture dans son habit de duc, traversa la cour sans un regard pour la foule, et prit la main d'Odile devant tous. Quand il parla, sa voix porta clairement jusqu'au dernier rang des domestiques massés près des communs. « On m'a promis une épouse par contrat, dit-il, et je suis venu ici décidé à l'honorer par devoir.
Je reste aujourd'hui décidé à l'honorer par choix. J'ai vu cette femme marchander des pommes flétries dans sa plus vieille robe, sans en avoir honte. Rire de ma propre chute, d'un rire qui ne connaissait ni mon rang, ni ma fortune. Vendre son collier pour des gens qui n'étaient pas les siens. Réparer seule la montre de son père, protéger sa famille d'un voleur qu'elle ne pouvait confondre seule. Je ne connais pas de femme plus digne d'un titre. Et je me tiendrai devant vous tous pour dire que je l'aurais choisie dans cette même robe brune, sans dot, sans contrat, simplement parce que c'est elle que j'ai choisie, bien avant qu'elle ne sache mon nom. Un silence tomba sur la cour, un silence que seul rompit, un instant plus tard, le souffle coupé de Solange de Réville. Odile leva les yeux vers lui, et elle ne rit pas cette fois, mais quelque chose dans son regard portait encore la trace de ce premier rire, sincère et sans calcul, celui qu'elle lui avait offert sans savoir à qui elle le donnait. « Je vous épouserai, monsieur le duc », dit-elle d'une voix claire qui porta aussi loin que la sienne. « Et je dirai à tous, pour qu'on ne l'oublie jamais, que vous êtes venu à moi d'abord comme un inconnu couvert de boue, et que c'est cet homme-là que j'ai appris à aimer, bien avant de connaître son titre. » Ils se marièrent un mois plus tard, dans la petite église du village, et Odile porta, épinglée près du cœur, la montre de gousset de son père, réparée cette fois par un horloger venu tout exprès de la ville. Un an passa. Le domaine de Fontenailles, débarrassé de Maupertuis et de ses détournements, retrouva peu à peu sa prospérité. Solange de Réville, dont les médisances avaient perdu tout crédit après la scène de la cour, quitta le château à l'automne suivant pour s'installer chez une tante à Rouen. Un matin d'hiver, dans la cuisine de Fontenailles, Étienne lisait une lettre concernant les nouvelles récoltes, tandis qu'Odile, à l'autre bout de la table, reprisait un col de chemise qui n'était pas le sien. Le feu craquait doucement dans l'âtre. L'odeur du pain frais montait du four. Elle leva les yeux un instant. « À quoi pensez-vous » dit-elle. « À une vieille robe brune, dit-il, et elle rit, ce même rire clair et sans calcul, celui qu'il avait aimé avant même de savoir qu'il l'aimait. Dehors, sur la place du marché qu'on apercevait au loin depuis la fenêtre de la cuisine, un maraîcher installait son étal sous un ciel enfin dégagé, et le bruit léger des voix montait jusqu'à la cuisine, mêlé au chant d'un merle qui ne se lassait pas de l'hiver. Merci d'être resté avec cette histoire jusqu'à la fin. Si elle vous a touché, aimez, partagez et abonnez-vous.